Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le transistor bipolaire. Une vidéo qui me manquait vraiment dans la liste des vidéos sur le transistor bipolaire, puisqu'il s'agit d'une vidéo qui va vous expliquer l'effet transistor. Cet effet transistor, c'est celui qui donne IC égale bêta fois IB. Alors tout de suite, on passe par un petit rappel. Alors petit rappel qui concerne en fait le transistor bipolaire de type NPN, monté en émetteur commun. Et on va s'intéresser plus particulièrement dans ce rappel à la caractéristique de sortie du transistor, c'est-à-dire la caractéristique IC fonction de VCE. Et cette caractéristique IC fonction de VCE, c'est en fait un réseau de caractéristiques tracé pour différentes valeurs de IB. Alors ici, on a un pas de 0,6 microampères entre chaque caractéristique, un pas sur IB de 0,6 microampères. Et on peut voir que le courant IC, à peu près dans cette zone-là, eh bien, il vaut K fois IB. J'ai ici un 0,6 microampères entre chaque caractéristique et le pas au niveau de IC va être le même à chaque fois. Ça veut dire que IC, fonction de IB, c'est une droite, c'est quelque chose qui est linéaire. Sur cette caractéristique, on voit apparaître deux zones. Une zone dite de fonctionnement linéaire, eh bien tout simplement parce que IC est égal à IB avec un facteur multiplicateur. On verra par la suite, ce facteur multiplicateur, on l'appelle généralement bêta. C'est là que se produira l'effet transistor que l'on va étudier par la suite. Ensuite, on trouve la zone de saturation. Et cette zone de saturation, c'est celle pour laquelle justement on ne respecte plus cette équation IC égale bêta IB. On a IC qui est plus petit que bêta fois IB. Et pour délimiter ces deux zones, eh bien on a un paramètre qu'on appelle VCESAT. Et ici, on a représenté sa valeur maximale, puisque c'est vraiment là que se présente le coude, où on passe d'une zone à l'autre. Alors une chose à retenir, qui est importante, c'est que dans la partie ici où la zone de fonctionnement est linéaire, la jonction base émetteur est passante et la jonction base collecteur est bloquée. Alors on s'intéresse maintenant à l'effet transistor à proprement parler. Donc cet effet transistor, on l'a dit, il se situe dans la zone linéaire du transistor. C'est là qu'il se produit. Alors sur cette figure, on a représenté une sorte de transistor avec ces trois zones. Je vous rappelle que le transistor, ici, c'est un NPN, parce qu'on dispose au niveau du collecteur, on le verra, d'une zone d'OPN. Alors une zone d'OPN, ça veut dire qu'on a un semi-conducteur de silicium dans lequel on a injecté des atomes du groupe 5, qui sont des atomes qui présentent un excès d'un électron par rapport à la structure cristalline du silicium. Sur la structure cristalline du silicium, on a 4 électrons sur la couche périphérique. Et donc, en injectant un atome du groupe 5 qui possède 5 électrons sur la couche périphérique, il y a un électron en excès, et cet électron en excès peut circuler facilement dans la structure du semi-conducteur de type N. Cette zone N, on en retrouve une autre en bas. On verra que ça correspondra ici à l'émetteur. Et donc, on a dans ces deux zones des ions positifs et des électrons libres dans le cristal. Ensuite, on trouve au milieu ce qui va correspondre à la base, qui en réalité est plus mince que ceci, mais là, pour les besoins de la vidéo et pour expliquer le fonctionnement, j'ai mis une base relativement large. Cette base, elle est d'OPP, ça veut dire que dans mon cristal de silicium intrinsèque, j'ai injecté des atomes du groupe 3. Ces atomes du groupe 3, ils ont 3 électrons sur leur couche périphérique, et par rapport à ma structure cristalline et mes atomes de silicium, ils présentent un défaut d'un électron. Ce défaut d'un électron, on va le matérialiser ici par l'apparition d'un trou libre et d'un ion négatif. Alors on poursuit. Le collecteur, on va le situer ici. Ici, on va trouver l'électrode de la base et ensuite ici, l'électrode de l'émetteur. Alors bien sûr, tout le monde a reconnu qu'il y avait une jonction PN de ce côté-là
donc que je matérialise ici par une diode, pour bien rappeler qu'en fait il s'agit de la jonction PN semblable à la diode, hein. Et là, une jonction PN entre la base et le collecteur que j'ai représenté ici avec le symbole de la diode. On l'a vu tout à l'heure, pour obtenir l'effet transistor, il faut que la jonction base-émetteur soit polarisée en direct, c'est-à-dire qu'elle soit passante. Donc pour ça, il faut un VBE supérieur à 0. Alors en réalité, c'est même un VBE supérieur à 0,7 volts, puisqu'il s'agit d'une jonction PN. La jonction base collecteur, cette fois-ci, il faut la polariser de façon à ce qu'elle soit bloquée. Ça suppose donc d'avoir le potentiel VC supérieur au potentiel VB. Et ça assure donc le blocage de la jonction collecteur base, ou base collecteur. Alors on poursuit par une chose importante. On a imposé VBE supérieur à 0. On a dit tout à l'heure 0,7 volts même. Ça veut donc dire que le potentiel VB est plus grand que le potentiel VE. Les lois de l'électrostatique nous disent que si le potentiel de VB est plus grand que le potentiel de VE, on a donc un champ électrique qui évolue donc positivement ici, hein, qui se présente positivement entre la base et l'émetteur. Ce champ électrostatique, on le verra par la suite, hein, il est responsable du déplacement des électrons. On a exactement la même configuration sur la partie supérieure, puisque le potentiel du collecteur VC est plus grand que le potentiel de la base VB. Ça, c'est pour assurer le blocage de la jonction base collecteur. Et donc, on va voir apparaître un champ électrostatique qui va aller du collecteur vers la base. Alors également, dans les lois de l'électrostatique, on voit que la force appliquée sur une charge, la force électrostatique appliquée sur une charge, eh bien c'est Q, c'est-à-dire la valeur de la charge, multipliée par le champ électrostatique. Ça veut dire que si je prends par exemple un trou dans cette zone-là, auquel j'applique le champ ECB, qui est positif, la force exercée va faire en sorte que ce trou soit propulsé comme ça vers la base. Alors on peut faire la même chose sur les électrons, et comme la charge d'un électron c'est négatif, et bien cette charge électron négative, elle induit le fait qu'une force sera appliquée sur mes électrons majoritaires ici dans la zone N de l'émetteur, qui va évoluer de l'émetteur vers le collecteur. Donc cette petite force ici impliquée par le champ EBE vont amener les électrons à se déplacer. Certains de ces électrons, on va le voir, vont pouvoir se recombiner dans la base, mais comme la base est fine, qu'elle dispose de peu de trous pour la recombinaison de mes électrons, et qu'en plus on dispose ici d'un champ ECB susceptible d'accélérer à nouveau les électrons qui arrivent dans la base, de la base vers le collecteur, eh bien la majeure partie des électrons va circuler de l'émetteur vers le collecteur. Et cette majeure partie des électrons qui circulent de l'émetteur vers le collecteur, eh bien ça va constituer le courant alpha IE, où alpha est une grandeur qui va valoir plus que 0,95, entre 0,95 et 1. Alors on en déduit, voilà, on représente ici la masse générale des déplacements d'électrons, de porteurs majoritaires. Donc une très grande partie qui va vers le collecteur, une petite partie qui va vers la base. Donc alpha IE, c'est toute la portion du courant IE qui va vers le collecteur, et 1 moins alpha IE, c'est la portion du courant IE qui va aller vers la base, et pour se recombiner dans la base. Donc là, les différents courants, IE, IB, IC. Et enfin, la jonction base collecteur, comme elle est polarisée en inverse, eh bien, elle permet la circulation d'un courant inverse de saturation, qu'on a déjà vu sur la diode par exemple. Et ce courant inverse de saturation,
on va le noter IC0 ou ICB0. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ce alpha et on va voir comment on peut arriver au bêta du transistor. Alors ici, je reprends donc la même figure et cette figure, je vais la modifier de façon à faire apparaître les différents courants. Alors d'abord, la majeure partie du courant, noté alpha IE, qui va du collecteur vers l'émetteur. Ensuite, le courant ICB0, dont on parlait tout à l'heure, qui est donc le courant inverse de saturation de la jonction PN base collecteur. Et enfin, le courant donc, qui correspond au porteur qui se recombine, un porteur majoritaire qui se recombine dans la base, hein, de l'émetteur vers la base, 1 moins alpha fois IE. Alors, quelques calculs, on va voir qu'on ne va pas en faire beaucoup, finalement. On va faire en bleu. Alors, il se trouve que ce transistor, c'est un tripôle, et ce tripôle, il respecte finalement la loi des nœuds. Donc, tous les courants qui entrent dans ce transistor est égal à la somme des courants qui en sortent. Donc ici, je vois qu'avec évidence, IC plus IB va donner IE. Ensuite, on va pouvoir écrire simplement IC. Alors IC, d'après ce qu'on voit ici, c'est finalement IC égale à alpha fois IE plus ICB0. Alors on a vu juste précédemment avec cette équation 1 de la loi des nœuds que IE est égal à IC plus IB. Donc on peut injecter là-dedans et ça va donc nous donner du alpha IC plus alpha IB plus ICB0. Alors les alpha IC, je les passe de l'autre côté. Je vais donc avoir IC moins alpha IC égale alpha IB plus ICB0. Et ça, finalement, si je factorise par IC à gauche, c'est donc du IC facteur de 1 moins alpha. Donc par conséquent, en divisant par 1 moins alpha de chaque côté, j'ai donc du alpha sur 1 moins alpha IB plus ICB0 sur 1 moins alpha. Et bien voilà, ici on a fait apparaître ce qui correspond au paramètre bêta du transistor. Donc bêta, c'est égal à alpha sur 1 moins alpha. Alors on peut avoir intérêt à exprimer également 1 moins alpha pour pouvoir le remplacer dans cette zone-là, hein, là où on trouve le ICB0. Et pour ça, je vais donc inverser cette relation. Donc j'ai du bêta moins alpha bêta égale alpha. Ce qui donne bêta égale donc alpha facteur de 1 plus bêta. Et ça me permet d'en déduire alpha égale bêta sur 1 plus bêta. Alors maintenant, si je m'intéresse à 1 moins alpha, ou 1 sur 1 moins alpha, donc 1 moins alpha, ce sera donc égal à 1 moins bêta sur 1 plus bêta, c'est-à-dire, pardon, je vais plutôt continuer en dessous, que ça va être égal à 1 plus bêta moins bêta sur 1 plus bêta. Et finalement, je vais avoir du 1 sur 1 plus bêta. Alors si maintenant j'en prends l'inverse, eh bien l'inverse me donne donc
1 sur 1 moins alpha égale 1 plus bêta. Bon, il y avait certainement moyen d'y arriver plus vite. Là, j'ai pas trop réfléchi à ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ici, on a obtenu que ceci, eh bien, ça donnait IC égale. Alors, on a dit bêta pour la première partie, IB, plus le 1 sur 1 moins alpha, c'est 1 plus bêta. Donc 1 plus bêta ICB0. À la température ambiante, on peut considérer que le courant ICB0 est négligeable devant IB. Et par conséquent, à la température ambiante, je retrouve le IC égale bêta IB. Donc ça, c'est à T égale 25 degrés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc on a découvert comment fonctionnait ce transistor dans sa zone linéaire et on a découvert d'où venait ce IC égale bêta fois IB. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, partagez-la et précisez que vous l'avez aimé en cliquant donc sur le petit pouce bleu. Merci, à bientôt.